Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Les événements du 8 novembre dernier au Sahara occidental sont à l'origine d'une crise diplomatique, le mot n'est pas trop fort, entre le Maroc et le Parlement européen. Les députés de Bruxelles ont adopté une résolution qui dénonce les violences et les atteintes aux droits de l'homme, qui se prononce aussi pour une enquête indépendante de l'ONU après ces événements. Proposition catégoriquement rejetée par Rabat et dénoncée par une imposante manifestation qui a eu lieu dimanche dernier à Casablanca. Alors nous sommes en duplex de Bruxelles avec le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Tayeb Fassi Fihri. Bonjour, merci d'être sur France 24. Bonjour Monsieur Attal. Ça va être l'occasion pour vous de vous expliquer sur ce qui s'est passé justement le 8 novembre. Alors d'abord, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes à Bruxelles aujourd'hui. D'abord dans un état d'esprit de sérénité, de confiance dans la légitimité du dossier marocain, mais également un peu outragé par l'exploitation fallacieuse qui est faite par certains et dans l'espace européen, notamment le Parlement européen. Vous avez dit juste en disant qu'il y a un malaise entre le Maroc et le Parlement européen aujourd'hui, et certainement pas ni avec les États membres, ni avec le Conseil européen, ni avec la Commission. Et effectivement, le Parlement européen s'est précipité, mu par certains intérêts d'abord nationaux, pour ne pas dire espagnols, de certains milieux de droite en Espagne, pour pouvoir accélérer l'adoption de cette résolution. Il avait été convenu par la conférence des présidents que la résolution serait adoptée au mois de décembre. Logiquement, après avoir écouté le membre du gouvernement ministre des Affaires étrangères du Maroc dans une audition devant la Commission des Affaires étrangères, et aussi après avoir donné l'occasion au comité mixte parlementaire Maroc-Parlement européen de se réunir. Est-ce que vous avez l'impression, pardonnez-moi, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, là, puisque vous avez été entendu par la Commission des Affaires étrangères, d'avoir un peu fait bouger les lignes? Parce qu'au départ, c'est une proposition qui a été présentée par des groupes de gauche et d'extrême gauche. Oui, au départ. Effectivement, ce que nous remettons en cause, c'est le momentum, et donc accélération volontaire et politiquement intéressée, et qui engage d'une certaine manière l'ensemble qui prend au piège un peu l'ensemble du Parlement européen. Et deuxièmement, le contenu, parce que non seulement au fur et à mesure du développement de la question et de la couverture médiatique, il s'est avéré clairement aujourd'hui que le démantèlement du campement de Gdem-Izik s'est fait de manière extrêmement pacifique et que les instructions avaient été données pour qu'il y ait démantèlement dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre par uniquement des CRS et donc des gendarmes qui n'avaient que la matraque et une protection en plastique pour réaliser ce démantèlement. Malheureusement, en phase 2, il y avait l'ignominie, il y avait la barbarie, il y avait les cocktails Molotov, il y avait les machettes, il y avait des bonbonnières de gaz. Une personne, membre des forces, a été égorgée. Et quand on dit égorgée, les images sont là, ça veut dire qu'on a appris à le faire ailleurs et qu'on l'a fait auparavant. On a vu extrêmement inquiétant. On a vu ces images, effectivement, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Est-ce que vous en restez encore... Sur la résolution elle-même, donc elle est biaisée dans la mesure où lorsqu'on est censé évoquer les questions de droits humains, il est important qu'on l'appréhende dans sa globalité et que le minimum de la part de la conscience du Parlement européen eût été d'évoquer ce cas unique, singulier, des réfugiés dans les camps qui ne sont pas recensés, qui ne sont pas identifiés, à qui personne ne demande est-ce qu'ils doivent rester là après 35 ans retenus sur le territoire algérien ou bien est-ce qu'ils voudraient retourner chez eux. Donc vous la jugez déséquilibrée. C'est vrai que l'Algérie n'est pas mentionnée. Je voudrais vous poser quelques questions précises. D'abord sur les événements. Est-ce que vous en restez toujours à votre version disant qu'il n'y a eu que des victimes parmi les forces de l'ordre marocaines? Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui le dit seulement. C'est l'ensemble de la communauté internationale. C'est Human Rights Watch, c'est Amnesty International, c'est la Fondation internationale des droits de l'homme. Il est démontré aujourd'hui, au-delà des images, qu'il n'y a eu aucun civil décédé dans l'opération de démantèlement. Il y a eu 2 décédés par la suite, disons, post-intervention, mais à Laayoune, puisque les mêmes criminels se sont rendus immédiatement sur Laayoune, où il y a eu le saccage de biens publics, privés, de bâtiments, d'administration.
Est-ce que vous faites allusion là, à la mort du citoyen espagnol? Parce que peut-être que ça explique effectivement le traitement qu'ont fait les Espagnols ou un certain nombre d'intérêts en Espagne de cette affaire. Les médias espagnols et les milieux espagnols s'étaient occupés entre guillemets de ce dossier bien avant. D'abord, je rappelle que ce Sahraoui est marocain et que la nationalité était toute récente et qu'une enquête judiciaire et que des communiqués du procureur sont sortis pour démontrer qu'il y a prise en charge par la justice marocaine pour clarifier réellement la situation. Mais à ces mêmes personnes qui osent défendre de cette manière agressive sans tenir compte des réalités ni de la légalité de l'approche judiciaire marocaine. Où sont ces esprits lorsque le Polisario a tué des dizaines d'Espagnols, lorsqu'ils ont mitraillé des bateaux de pêche entre 1975 jusqu'en 1986? Où sont ces consciences pour remettre en question ces actes de barbarie qui ont été commis? Et donc le plus important, c'est qu'il faut, et encore une fois, le Maroc ne demande ni le silence, ni la complaisance de l'Union européenne. Il demande par contre que la vérité soit faite, et qu'une analyse sereine et lucide, et des conclusions pertinentes. Alors, est-ce que vous avez dit tout à l'heure... Nous ne demandons pas non plus un soutien inconditionnel. J'entends bien. Vous avez dit tout à l'heure que la crise concernait uniquement le Parlement européen, comme je l'avais précisé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de conséquences sur les relations entre l'Union européenne et le Maroc, par exemple les négociations sur le statut avancé? Le statut avancé est déjà établi et agréé. Maintenant, sa mise en œuvre connaît un développement totalement normal. Et la relation entre le Maroc et l'Union européenne sont traditionnelles, vieilles, fortes, en s'approfondissant jour après jour. Et nous avons bientôt une rencontre au niveau ministériel avec l'ensemble des 27. Comme d'habitude, la question du Sahara marocain sera à l'ordre du jour dans le contexte de l'intégration du Maghreb et de notre environnement sécuritaire et autres dans la bande sahélo-sahélienne. Mais je ne pense pas naturellement que cela pourrait porter préjudice. En tous les cas, jusqu'à présent, ça ne semble pas se dessiner. Alors, deux choses si vous le voulez bien. D'abord, est-ce que vous seriez prêt, indépendamment de cette résolution, est-ce que vous seriez prêt à admettre une enquête de l'ONU peut-être plus tard? On dit souvent, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre de la transparence. Et deuxièmement, que répondez-vous aux reproches sur les entraves qui ont été faites à un certain nombre de journalistes qui voulaient travailler sur place? Est-ce que finalement, les manipulations, les dérapages médiatiques qui ont eu lieu ne s'expliquent pas par le fait qu'il est très difficile pour un journaliste de travailler au Sahara occidental? Non, il est difficile d'abord pour le peuple marocain de voir un correspondant ou un représentant de la presse, avec tout le respect qu'on doit à la presse et à sa liberté d'expression et d'action, de manière anticipative, préétablir une vérité. Un certain nombre de journalistes ont parlé de génocide, ont parlé d'épuration ethnique, ont parlé de crimes contre l'humanité, ont comparé ce campement à celui d'Auschwitz, vous vous rendez compte? Et que finalement par la suite on vienne dire « Oh, on s'excuse, tout bas, mais on aimerait bien savoir ce qui s'est passé ». Nous sommes dans une situation d'adversité avec un certain nombre, sur la question du Sahara au niveau régional et international. Et le Maroc reste ouvert. Des journalistes sont partis, français, italiens, américains et espagnols sont partis. Des organisations, comme je l'ai dit, comme Human Rights Watch et Amnesty et la Fondation internationale des droits de l'homme sont présentes. Et donc, le plus important, c'est de maintenir la négociation, l'esprit de la négociation et de répondre au terme des résolutions du Conseil de sécurité. Nous voyons là qu'un programme pour faire diversion et pour éviter la négociation, en allant chercher à partir de certains subterfuges. Aujourd'hui, on parle de l'Espagne qui serait encore puissance administrante du Sahara marocain. Et tout ça, ce sont des recours à des procédés, j'ose le dire, d'agite-propre. D'agitation propagande. Mais ma deuxième question, c'est pourquoi ne pas admettre le fait qu'une enquête de l'ONU pourrait être un élément supplémentaire au fond pour faire éclater la vérité, si c'est la vérité que vous avez décrite tout à l'heure? Oui, je comprends bien. Et nous sommes, je vous ai dit, je pense avoir répondu, nous sommes dans une logique
d'utilisation, d'instrumentalisation, d'exploitation et de diversion. Et le plus important pour nous, c'est de poursuivre cette négociation. La vérité, encore une fois, le Maroc l'exige et la revendique. Et le peuple marocain l'exige et la revendique. Et la vérité est faite, elle est en train d'être confirmée et établie par des organes internationaux, mais aussi nationaux. Et notamment par une commission d'enquête parlementaire qui a été décidée par le Parlement marocain. Ce sont les Marocains d'abord qui doivent savoir pourquoi et comment sont tombées ces forces de l'ordre. C'est les peuples marocains qui doivent d'abord savoir et enquêter et comprendre et analyser pourquoi des éléments sont rentrés durant les derniers mois au Maroc et pourquoi ils se sont greffés sur ces campements et pourquoi ils ont agi avec cette barbarie en relation étroite avec nos adversaires sur la question du Sahara. Alors, dernière chose, pourquoi avoir empêché par exemple un député européen, un de ceux qui déposent d'ailleurs qui ont déposé cette proposition, Willy Meyer, qui était un député espagnol comme son nom ne l'indique pas, pourquoi l'avoir empêché de rentrer à la Aïoun? Peut-être que c'est ça qui a au fond attisé le ressentiment des députés. Non. Ce député fait partie de cette stratégie, fait partie de cette association étrange et étroite entre les intérêts algériens du Polisario et des composantes de la société espagnole. D'autres eurodéputés, et cela n'est jamais signalé, sont venus et sont entrés et ont fait leur travail en toute liberté. Mais lorsqu'on préjuge et lorsqu'on est acteur d'une stratégie démoniaque d'aller sur le terrain des droits de l'homme pour porter préjudice à la négociation, parfois on a affaire à des partis. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu mieux entendu aujourd'hui? Certainement. Merci. Et notamment sur le rappel d'un certain nombre de concepts. Merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir été sur France 24. Bonne journée à vous. C'était l'entretien de France 24 sur france24.com, vous pouvez le retrouver. Restez avec nous, d'autres infos sur France 24.